J'ai entendu le claquement des talons de ma sœur résonner dans la chapelle comme un marteau frappant une sentence de mort. En un souffle, les invités sont passés de la joie à une curiosité toxique. Je me suis contenté de sourire, tenant la main d'un homme qu'elle qualifiait de pathétique. Elle pensait m'avoir détruite, mais elle n'avait fait que fendre la coquille. La vérité sur l'identité réelle de mon mari attendait dans un endroit où son argent et sa réputation ne signifiaient absolument rien. Mon nom est Ariana Morrissey, pendant 33 ans, j'ai été l'intégrité structurelle de ma famille tandis que ma sœur, Brooke, en a été la décoration. Je suis la fondation en béton, elle est la moulure dorée qui se fissure sous la pression mais qui est magnifique sur les photographies. J'ai toujours été la personne pragmatique, la personne stable, celle qui a choisi une carrière de conseillère d'orientation scolaire parce que je voulais réparer les choses brisées, tandis que Brooke poursuivait l'immobilier de luxe à Manhattan parce qu'elle voulait vendre des choses qui brillent. C'était le jour de notre mariage dans une chapelle restaurée juste à l'extérieur de Charlottesville, en Virginie, et la salle derrière nous était pleine de gens qui pensaient déjà savoir exactement quel genre d'homme j'épousais. Le silence à l'intérieur de la Rolls-Royce ancienne que Jonathan avait louée pour notre escapade était absolu, mais il n'était pas vide. C'était un sanctuaire. Derrière les vitres teintées, la campagne de Virginie se transformait en une traînée de verre et d'or. Mais dans mon esprit, je voyageais beaucoup plus loin en arrière, essayant de localiser le moment exact où ma sœur avait décidé que ma vie était une erreur qu'elle devait corriger. Brooke m'avait traité de pathétique là-bas, dans la chapelle. Le mot restait suspendu dans ma mémoire, vibrant à une fréquence que j'entendais depuis des décennies. Ce n'était pas un sentiment nouveau, elle avait simplement fini par retirer l'emballage poli. Nous avons grandi dans une ville de Pennsylvanie qui était trop petite pour l'ambition, mais juste assez grande pour le ressentiment. Notre père était un cadre moyen dans une usine de papier, et notre mère était une enseignante remplaçante qui passait ses soirées à soupirer devant des magazines de mode de vie. J'étais l'enfant qui se contentait de livres de bibliothèque et d'un vélo. Brooke était l'enfant qui regardait notre maison au revêtement de bois avec 3 chambres et y voyait une prison. À l'âge de 12 ans, elle pratiquait déjà une signature qu'elle n'avait pas encore méritée, bouclant le B de son nom pour qu'il ressemble à quelque chose qu'elle avait vu sur un flacon de parfum. Pendant que j'économisais l'argent de mon déjeuner pour acheter des romans de poche, Brooke économisait le sien pour acheter des magazines de mode, découpant des photos de femmes dans des pantoufles de Manhattan et les scotchant sur son mur. Elle ne voulait pas jouer, elle voulait régner. Elle traitait nos parents non pas comme des figures d'autorité, mais comme des membres du personnel décevants qui ne parvenaient pas à fournir le service dont elle avait besoin. Une fois devenue adulte, le fossé s'est transformé en canyon. Brooke a déménagé à Manhattan le lendemain de sa remise de diplôme au lycée. Elle s'est frayé un chemin dans l'immobilier de luxe, vendant des appartements qui coûtaient plus cher que ce que nos parents gagneraient en 10 vies. Elle a peaufiné un fil Instagram qui était une leçon magistrale d'envie fabriquée, des toasts au champagne sur les toits, des dîners où les portions étaient minuscules et les assiettes énormes, et un flux constant de hashtags sur l'ambition et l'empire. Je suis resté en Pennsylvanie pour l'université, puis j'ai déménagé en Virginie pour travailler pour les services de soutien aux étudiants de Crescent Bay. Je suis devenu conseillère d'orientation. Mes journées se passaient à naviguer dans les décombres des traumatismes adolescents, aidant les enfants à trouver des raisons de rester à l'école, de rester sobre, ou parfois simplement de rester en vie. C'était un travail lourd et sans éclat. Mon bureau avait des néons qui bourdonnaient et un tapis qui sentait le nettoyant industriel, mais je l'aimais. J'en aimais la réalité. Pour ma famille, cependant, Brooke était le soleil et je n'étais qu'un faible satellite orbitant quelque part dans l'obscurité. Je me souvenais de la dernière fête de l'Action de grâce, c'était le microcosme parfait de notre relation. Brooke était arrivée avec 2 heures de retard, entrant d'un pas assuré dans la modeste salle à manger de nos parents dans un manteau qui coûtait $5 000, apportant avec elle une bouteille de vin dont elle s'était assurée de dire à tout le monde qu'elle était impossible à trouver aux États-Unis. Ariana, avait-elle dit en m'embrassant. Son parfum était vif, quelque chose de métallique et de froid. Tu as l'air tellement reposé. Ce doit être agréable d'avoir un travail qui n'exige pas tout de toi. C'était la forme d'art de Brooke. Elle enveloppait les insultes dans du velours. Elle faisait passer ma stabilité pour de la paresse. Elle faisait passer ma paix pour de la stagnation. Plus tard dans la soirée, alors que nous faisions la vaisselle parce que Brooke, bien sûr, devait prendre un appel, elle s'est appuyée contre le comptoir, me regardant frotter un plat à rôtir. J'ai croisé un vieil ami qui travaille aux admissions dans une école préparatoire privée en ville, dit-elle en examinant sa manucure. Je pourrais t'obtenir un entretien. Tu triplerais ton salaire.
Tu pourrais enfin quitter ce complexe d'appartement. J'aime mon appartement, ai-je dit sans lever les yeux. Et j'aime mes enfants à Crescent Bay. Ils ont besoin de moi. Brooke a ri un son bas et méprisant. Besoin de toi, Ariana? Tu es conseillère, pas chirurgienne. N'importe qui peut écouter des adolescents pleurnicher. J'essaie de t'aider à monter en grade. Tu as 33 ans. Ne veux-tu pas être quelqu'un? Je suis quelqu'un, ai-je répondu. Tu es invisible, a-t-elle lâché, le masque glissant pendant une fraction de seconde. Je dis aux gens ce que tu fais et ils passent outre. C'est embarrassant. Tu es si intelligente, Harry. Pourquoi insistes-tu pour vivre comme une paysanne juste pour prouver quelque chose? Elle détestait le fait que je n'ai pas besoin d'elle. C'était le cœur du problème. Brooke avait besoin d'être la sauveuse. Elle avait besoin d'être la reine bienveillante jetant des pièces aux mendiants. Mais je refusais de ramasser les pièces. Je refusais de la laisser redécorer ma vie. Quand j'ai rencontré Jonathan, son dédain s'est transformé en hostilité. Elle ne pouvait pas le comprendre. Il conduisait un vieux camion de 10 ans. Il portait des chemises en flanelle. Il n'avait pas de profil LinkedIn qu'elle pouvait traquer. Pour Brooke, un homme sans empreinte numérique était un homme sans âme. Il est gentil, avait-elle dit après l'avoir rencontré pour la première fois, étirant le mot gentil jusqu'à ce qu'il sonne comme une maladie terminale. Mais Ariana, vraiment? Il répare des trucs? Genre, avec une ceinture à outils? Tu vas ruiner ta cote de crédit rien qu'en te tenant à côté de lui. Elle ne voyait pas la façon dont Jonathan m'écoutait quand je parlais d'un élève qui avait enfin réussi en maths. Elle ne voyait pas la force tranquille dans ses mains ou la façon dont il naviguait dans le monde avec une confiance qui ne nécessitait pas d'auditoire. Elle voyait l'absence de zéro sur un compte bancaire et, par conséquent, elle voyait une absence d'humanité. Mais assise dans la voiture maintenant, observant le profil de Jonathan alors qu'il surveillait la route, j'ai réalisé autre chose, quelque chose qui m'a glacé le sang. Son éclat à l'église avait été trop intense. Ce n'était pas seulement du snobisme. Brooke était une maniaque du contrôle, elle calculait chaque mouvement. Créer une scène publique était désordonné. C'était risqué. Cela endommageait la marque. Pourquoi risquerait-elle sa réputation de femme du monde parfaite et posée juste pour m'humilier? J'ai rejoué le moment dans ma tête où elle s'est levée. Elle tremblait. Ses phalanges étaient blanches alors qu'elle s'agrippait au banc devant elle. Ses yeux n'étaient pas seulement remplis de haine, ils parcouraient la pièce, maniaques et désespérés. Elle n'essayait pas seulement d'arrêter le mariage parce qu'elle pensait que Jonathan était inférieur à nous. Elle essayait de l'arrêter parce qu'elle avait peur. Elle avait l'air effrayée, ai-je dit à voix haute, rompant le silence. Jonathan s'est tourné vers moi. Son visage était illisible, mais ses yeux étaient doux. Elle devrait l'être. Non, j'ai secoué la tête, rassemblant les pièces du puzzle. Brooke calcule les risques. Elle n'explose pas à moins que la pression ne soit insupportable. Elle n'a cessé de poser des questions sur ton passé pendant des mois. Elle essayait sans arrêt de trouver tes déclarations d'impôts. Elle n'était pas seulement curieuse, Jonathan. Elle chassait. J'ai pensé à la façon dont Brooke s'était comportée ces derniers mois. Elle avait été frénétique, travaillant plus tard, plus obsédée par l'argent que d'habitude. Elle avait mentionné en passant un problème de liquidité avec l'un de ses développements, puis avait rapidement changé de sujet. Elle m'avait demandé bizarrement si Jonathan avait des amis dans les agences de régulation. Un frisson m'a parcouru l'échine. Elle pense que tu n'es personne, ai-je chuchoté. Alors pourquoi était-elle si terrifiée à l'idée que tu entres dans la famille? Jonathan a tendu la main et a couvert la mienne. Sa paume était rugueuse et rassurante. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Je savais qu'il était bon. Je savais qu'il était gentil. Mais pour la première fois, j'ai réalisé que mon mari n'était pas seulement un bouclier, il était une épée. Et Brooke, dans son arrogance, s'était jetée directement sur la lame. Prête, a demandé Jonathan. Je l'ai été toute ma vie, ai-je dit, et je le pensais. La fille tranquille de Pennsylvanie n'était plus là. La sœur qui avalait les insultes pour préserver la paix était restée à l'hôtel. J'en avais fini d'être la fondation de son château fragile. Il était temps de laisser la gravité faire son œuvre. J'ai rencontré l'homme qui allait devenir le centre du mépris de ma sœur debout avec de la boue jusqu'aux chevilles,
entouré par l'humidité et le chaos d'un centre de secours après un ouragan en Caroline du Nord. Ce n'était pas un cadre romantique. L'air sentait les eaux de crue qui se retiraient et les émanations de diesel des générateurs. J'étais là avec un groupe de bénévoles de Crescent Bay, distribuant des bouteilles d'eau et des kits d'hygiène à des familles qui avaient perdu le premier étage de leur maison. Mes cheveux étaient crépus, mes bottes étaient couvertes d'argile, et je n'avais pas dormi depuis 24 heures. C'est alors que je l'ai remarqué. Jonathan déchargeait un camion de ravitaillement. Il n'aboyait pas d'ordre comme le coordinateur du site, un homme avec un porte-bloc qui semblait apprécier le son de sa propre voix plus que le travail réel. Jonathan bougeait, tout simplement. Il portait des cartons qui nécessitaient 2 autres hommes pour être soulevés. Il portait un simple t-shirt gris taché de sueur et de graisse et un pantalon cargo qui avait connu des jours meilleurs. Mais c'était sa façon de bouger qui a attiré mon attention. Il y avait une efficacité là-dedans. Il ne gaspillait pas un seul mouvement. Il empilait les palettes avec une précision géométrique qui permettait à la file d'avancer 2 fois plus vite que les autres stations. À un moment donné, le générateur alimentant l'unité de réfrigération pour l'insuline et les denrées périssables a bafouillé et s'est arrêté. La panique a commencé à se propager dans la tente médicale. Avant même que le coordinateur ne puisse finir de crier pour appeler un mécanicien, Jonathan s'était déjà approché. Il n'a pas demandé la permission. Il s'est agenouillé dans la boue, a ouvert le panneau, a contourné un fusible grillé avec un morceau de fil qu'il a dénudé avec un canif, et a remis le moteur en marche en 45 secondes. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon, s'est levé et est retourné décharger des cartons sans dire un mot à personne. Je me suis approché de lui pendant un moment de calme dans la file. Je lui ai tendu une bouteille d'eau. « Vous avez l'air de savoir ce que vous faites », ai-je dit. Il a pris l'eau, a dévissé le bouchon et en a bu la moitié d'un trait. Ses yeux étaient d'une nuance de gris saisissante, calme et observateur. « J'aime juste que les choses fonctionnent », a-t-il dit. Sa voix était profonde, rocailleuse et dépourvue de l'énergie nerveuse que la plupart des hommes projetaient lorsque je leur parlais. Ce fut le début. Ce ne fut pas une romance tourbillonnante faite de roses et de dîners aux chandelles. Ce fut une accumulation lente et régulière de fiabilité tranquille. De retour en Virginie, nos rendez-vous étaient simples. Nous allions dans des restaurants où le café était fort et la tarte faite maison. Nous nous promenions dans des parcs où les feuilles devenaient dorées. Jonathan était différent de tous les hommes avec qui Brooke avait essayé de me mettre en couple. Ces hommes traitaient la conversation comme un match de tennis où ils devaient gagner chaque point. Jonathan traitait la conversation comme une étude. Il écoutait. Il n'essayait pas de régler mes problèmes, il les entendait simplement. Un mardi pluvieux, j'ai eu une migraine si intense que je pouvais à peine voir les papiers sur mon bureau. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que je risquais d'être en retard pour le dîner. 20 minutes plus tard, il était à la porte de mon bureau. Il n'a pas fait de scène. Il m'a simplement tendu une marque spécifique d'analgésique extra fort contre la migraine, le seul type qui fonctionnait réellement pour moi. Ce que j'avais mentionné en passant 3 semaines auparavant et une tasse de thé à la menthe poivrée d'une boutique située 4 pâtés de maison plus loin, parce qu'il se souvenait que j'avais dit que la caféine aggravait la douleur. « Bois », a-t-il dit doucement, en baissant les stores de mon bureau. « Je vais te raccompagner. Ta voiture peut rester ici. » C'est dans ces moments-là que je suis tombée amoureuse de lui, mais c'est aussi dans ces moments-là que j'ai commencé à remarquer des divergences. Jonathan prétendait travailler dans le soutien logistique. C'était un titre assez ennuyeux pour que personne ne pose de questions complémentaires, mais sa connaissance du monde était trop pointue, trop vaste pour quelqu'un qui était censé simplement planifier des camions. Un soir, nous regardions les informations. Un segment est passé sur une défaillance massive de la chaîne d'approvisionnement dans le Midwest. Jonathan regardait l'écran, la mâchoire serrée. Il crée un goulot d'étranglement au mauvais centre de distribution, a-t-il marmonné, presque pour lui-même. S'il transférait le volume vers la ligne ferroviaire tertiaire, il résorberait le retard en 48 heures. Erreur d'amateur. Je l'ai regardé. Comment sais-tu cela? Il a cligné des yeux, le masque reprenant sa place. Je lis beaucoup, Ariana. La logistique est un passe-temps. Puis il y a eu l'appel téléphonique. Nous étions dans un petit restaurant italien pour mon anniversaire. Son téléphone, un vieux modèle à l'écran fissuré, a vibré sur la table. Il y a jeté un coup d'œil et toute son attitude a changé. La chaleur a disparu, remplacée par une concentration froide et dure.
Je dois prendre ceci, a-t-il dit. Il est sorti. Je l'ai observé par la fenêtre. Il ne se tenait pas voûté, il se tenait le dos droit, une main dans la poche, parlant avec une intensité qui commandait l'air autour de lui. Quand il est revenu, il avait l'air fatigué. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Juste un conflit d'horaire ?» a-t-il dit. « C'est réglé. » Le moment le plus étrange s'est produit une semaine avant nos fiançailles. Nous étions dans une station-service en train de remplir le réservoir de son camion. Une berline noire s'est garée à la pompe à côté de nous. Un homme en costume élégant en est sorti, le genre de costume que Brooke approuverait. Il a regardé Jonathan, a sursauté et ses yeux se sont agrandis. Monsieur Reed, l'homme a commencé, se redressant instinctivement, presque au garde à vous. Puis il a semblé se reprendre, regardant la chemise en flanelle de Jonathan et son camion cabossé. Monsieur, désolé. J'ai cru que vous étiez quelqu'un d'autre. Jonathan n'a même pas levé les yeux de la pompe. Visage commun, a-t-il dit platement. L'homme est remonté dans sa voiture et est parti sans prendre d'essence. Quand nous avons décidé de nous marier, la conversation a été brève. Nous étions assis sur mon balcon, buvant du vin bon marché dans des tasses. Je ne veux pas d'un cirque, lui ai-je dit. Je ne veux pas de 300 personnes que je ne connais pas. Je ne veux pas d'un spectacle. Bien, a dit Jonathan, en me prenant la main. Parce que je ne peux pas te donner de spectacle. Je ne peux que te donner moi, la vraie vie, humble, juste nous et les gens qui comptent vraiment. Ma sœur va détester ça. J'ai ri. Qu'elle déteste ça, a-t-il dit. Ce n'est pas sa journée. Quand j'ai annoncé à Brooke les fiançailles et nos projets pour une cérémonie simple à la vieille chapelle, elle ne m'a pas félicité. Elle était assise à sa coiffeuse, appliquant une crème pour le visage qui coûtait $300 l'once. Alors, a-t-elle dit, me regardant à travers le miroir. Tu épouses le gars de la logistique, celui avec le camion. J'épouse Jonathan, ai-je rectifié. A-t-il seulement un plan de retraite, Ariana? Elle s'est retournée, un sourire narquois sur les lèvres. Je veux dire, c'est courageux, vraiment, de se marier par amour ou peu importe comment tu appelles ce désespoir. Mais ne t'attends pas à ce que j'amène mes amis. Je ne veux pas qu'ils te voient épouser le personnel. Ce n'est pas le personnel, Brooke. Il travaille en coulisses. Ariana, c'est la définition même du personnel. Mais sois, ruine ta vie. Ne me demande juste pas de près quand vous vous noierez tous les deux sous les factures d'électricité. J'ai quitté son appartement ce jour-là avec une boule au ventre. Non pas parce que je doutais de Jonathan, mais parce que je savais qu'elle avait tort. Pourtant, je ne pouvais pas le prouver, me suis-je avoué. Puis, alors que j'étais allongé dans mon lit ce soir-là, fixant le plafond, j'ai réalisé que je ne savais pas tout sur l'homme qui dormait à mes côtés. Je connaissais son cœur. Je connaissais sa gentillesse. Mais je savais aussi que les gestionnaires logistiques normaux n'avaient pas d'inconnu les appelant monsieur avec de la peur dans les yeux. Je savais que les travailleurs normaux n'analysaient pas les chaînes d'approvisionnement mondiales au dîner. Je savais qu'il n'était pas ordinaire. Je soupçonnais qu'il était quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais chaque fois que je m'approchais du bord de cette vérité, chaque fois que je posais une question qui creusait trop profondément, il m'embrassait le front ou changeait de sujet avec une blague, nous ramenant vers le port sûr de notre vie simple. Fais-moi confiance, disait-il. Je suis juste Jonathan. J'ai choisi de le croire. J'ai choisi d'épouser l'homme, pas le mystère. Je n'avais simplement pas réalisé que le mystère était sur le point de percuter l'arrogance de ma sœur d'une manière qui laisserait des traces de brûlure sur tout l'État de Virginie. La semaine précédant le mariage n'a pas été une célébration. C'était un siège. Mais contrairement à une guerre avec des bombes et des sirènes, c'était une guerre menée à coups de mets, d'appels téléphoniques et de suggestions passives-agressives conçues pour ressembler à de l'aide tout en me vidant lentement de mon énergie. Brooke ne criait pas et ne faisait pas de crise de colère, c'était au-dessous d'elle. Au lieu de cela, elle a utilisé sa compétence comme une arme. Cela a commencé le mardi, 4 jours avant la cérémonie. J'ai reçu un message vocal de notre fleuriste, une charmante femme du coin nommée Sarah, qui semblait au bord des larmes. « Ariana, je suis tellement désolée, a dit Sarah, la voix tremblante. Mais je dois annuler votre commande. Les nouvelles spécifications que votre organisatrice a envoyées ce matin. Je ne peux pas trouver d'hydrangée hors saison venant de Hollande avec un tel préavis, et la compte ne couvre pas une fraction des frais d'importation.
Je me suis figé. Je n'ai pas d'organisatrice, ai-je dit à la pièce vide. J'ai rappelé Sarah immédiatement. Il m'a fallu 20 minutes pour la calmer. Apparemment, Brooke l'avait appelée, prétendant agir en mon nom pour améliorer l'esthétique parce que les fleurs sauvages d'origine faisaient trop ordinaire. Elle avait effectivement quadruplé le budget et demandé une logistique impossible, forçant la prestataire à rompre le contrat par panique. Quand j'ai confronté Brooke, elle était assise dans le salon de nos parents, feuilletant un magazine. « Je te sauvais de toi-même » a-t-elle dit, sans même lever les yeux. « Des fleurs sauvages, Ariana ? On aurait dit que tu les avais cueillies au bord de l'autoroute. J'essayais de te donner quelque chose d'élégant. Tu devrais me remercier de me soucier assez de toi pour intervenir. Tu m'as presque fait perdre la fleuriste, ai-je lancé. Ne sois pas dramatique, a-t-elle répondu en tournant une page. Si elle ne peut pas gérer une simple demande de qualité, elle ne devrait pas être dans les affaires. Ma mère, entrant avec un plateau de thé, a soupiré. Ariana, arrête de crier. Brooke essaie juste de s'assurer que ta journée soit spéciale. Tu sais que tu n'as pas son souci du détail. Sois reconnaissante qu'elle s'implique. J'ai senti la manipulation mentale se refermer sur ma gorge comme un étranglement. J'étais l'ingrate. J'étais le problème. Le lendemain, c'était la liste des invités. 3 de mes amis d'université m'ont appelé, confus. Ils avaient reçu un email d'une adresse qui semblait officielle, indiquant qu'en raison de contraintes de capacité du lieu, la réception était réduite et que leur présence était en attente de confirmation. J'ai tracé l'email, il provenait d'un compte jetable, mais la syntaxe était purement celle de Brooke. Elle essayait d'élaguer la liste des invités pour écarter les personnes qu'elle ne jugeait pas assez importantes pour figurer sur les photos. J'étais prête à hurler. J'étais prête à tout annuler et à aller à la mairie. J'étais assise à la table de ma cuisine, la tête dans les mains, entourée de feuilles de calcul et de désastres. Puis Jonathan est entré. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il a vu la tension dans mes épaules et la rougeur dans mes yeux. Il a ramassé le téléphone que j'avais jeté sur la table. Il a regardé la chaîne de mai avec la fleuriste, puis les messages de mes amis confus. Il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas tempêté. Il est simplement devenu silencieux. C'était ce même calme professionnel terrifiant que j'avais vu sur le site de secours après la catastrophe. « Donne-moi 1 heure » a-t-il dit. Il a pris son téléphone et est sorti sur le balcon. À travers la vitre, je l'ai observé. Il ne suppliait pas. Il ne discutait pas. Il donnait des ordres. Sa posture était rigide, sa main tranchant l'air avec des mouvements précis pendant qu'il parlait. Il a passé 3 appels. C'était tout. 45 minutes plus tard, il est revenu à l'intérieur et m'a versé un verre d'eau. « Les fleurs sont réglées » a-t-il dit calmement. Un fournisseur différent. Ils livreront des roses blanches et de la verdure locale. Meilleure qualité, prix inférieur. C'est confirmé. Je l'ai dévisagé. Comment ? Sarah a dit que c'était impossible. Je connais du monde dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a-t-il dit, le visage impassible. Les fleurs ne sont que du fret. Le fret périssable nécessite un itinéraire spécifique. J'ai corrigé l'itinéraire. Et les invités ? J'ai fait envoyer un texte à tout le monde sur la liste reconfirmant leur place et s'excusant pour un problème technique. C'est réglé. Je l'ai regardé, ressentant un mélange d'immense soulagement et une pointe d'inquiétude. Jonathan, tu as réparé une semaine de catastrophe en moins d'1 heure. Qui es-tu ? Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Je suis l'homme qui va t'épouser, et je suis l'homme qui est fatigué de voir ta sœur jouer avec ton bonheur. L'inquiétude a persisté, surtout pendant la répétition à la chapelle la veille du mariage. L'air était chargé d'humidité et d'un ressentiment tacite. Brooke dirigeait les demoiselles d'honneur comme si elles étaient des accessoires dans une vitrine, critiquant leur posture et leur sourire. Je me tenais près de l'entrée, essayant de respirer, quand je l'ai vue, une femme d'un certain âge, peut-être la soixantaine, se tenait dans l'ombre du vestibule. Elle était vêtue d'un tailleur gris anthracite taillé à la perfection, le genre de richesse discrète qui rend les logos vulgaires. Ses cheveux étaient argentés, ramenés en un chignon sévère et élégant. Ce n'était pas une invitée. Je ne la connaissais pas. Elle ne me regardait pas, elle regardait Jonathan, qui se tenait à l'autel en train de parler au pasteur. Jonathan a levé les yeux.
Ses yeux ont rencontré les siens à travers la chapelle. Il n'a pas salué de la main. Il n'a pas souri. Il a juste fait un signe de tête à peine perceptible, une inclinaison du menton qui reconnaissait sa présence. La femme l'a observé une seconde de plus, son expression illisible, puis s'est détournée et a disparu par la porte avant que je ne puisse faire un pas vers elle. « C'était qui ?» ai-je demandé à Jonathan plus tard, alors que nous marchions vers la voiture. « Qui ça ?» a-t-il demandé, m'ouvrant la porte. « La femme en tailleur gris. » Tu lui as fait un signe de tête. « Juste un prestataire qui vérifiait le site, a-t-il dit avec assurance. « Ne t'inquiète pas pour ça. » Mais je m'inquiétais. C'était comme l'air avant un orage, la pression tombait et je pouvais sentir l'électricité sur ma peau. Le point de rupture est survenu le matin du mariage, dans la petite loge à l'arrière de la chapelle. Il n'y avait que Brooke et moi. Elle était censée m'aider avec mon voile, mais au lieu de cela, elle disséquait ma vie une dernière fois. « Tu sais, il y a toujours une voiture qui attend derrière, » a dit Brooke, ajustant une épingle dans mes cheveux si fort qu'elle m'a égratigné le cuir chevelu. « Nous pouvons partir. » Maman et papa seraient soulagés. Honnêtement, ils sont terrifiés à l'idée que tu finisses par vivre dans un parc de caravanes. J'ai regardé son reflet dans le miroir. Elle était parfaite, et elle avait l'air malveillante. « Pourquoi fais-tu ça ?» ai-je demandé doucement. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour moi ?»« Parce que tu te contentes de peu, » a-t-elle sifflé, se penchant pour que son visage soit à côté du mien. « Tu es une Maurice. Nous sommes censés être exceptionnels, et tu épouses un moins que rien. Tu as besoin d'un homme qui puisse t'élever, Ariana, pas d'un qui te traîne à son niveau de médiocrité. » Quelque chose en moi a fini par lâcher. Les années de silence, à prendre de la hauteur, à avaler son venin juste pour maintenir la paix, de tout s'est évaporé. Je me suis levé, me retournant brusquement pour lui faire face. « Je n'ai pas besoin d'être élevé, » ai-je dit, la voix tremblante d'adrénaline. « Je ne suis pas un objet lourd, Brooke. Je suis une personne. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me donner de la valeur, j'ai besoin d'un homme qui respecte la valeur que j'ai déjà. » Jonathan me voit. Toi, jamais. Tu ne vois qu'un reflet de ce que tu penses devoir être. Brooke a reculé, surprise par le volume de ma voix. J'essaie de protéger ton avenir. Non, ai-je dit. Tu essaies de protéger ton image. Je suis sorti de la pièce, la laissant là avec l'épingle du voile à la main. J'ai trouvé Jonathan qui attendait dans le couloir. Il avait entendu, les murs étaient minces. Il ajustait ses boutons de manchette, son visage sombre et menaçant. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il ne m'a pas dit de lui pardonner. Il a regardé la porte où se tenait Brooke, puis il m'a regardé. Elle va tenter quelque chose aujourd'hui. Il l'a dit, ce n'était pas une question. Elle ne supporte pas que tu lui aies tenu tête. Elle va essayer de tout détruire. Je sais, ai-je chuchoté. J'ai peur qu'elle gâche tout. Jonathan a pris mon visage dans ses mains. Ses pouces ont essuyé une larme que je n'avais pas réalisé être tombée. Laisse-la essayer, a-t-il dit doucement. Sa voix était basse, vibrant d'une promesse qui semblait pesante et absolue. Il m'a embrassé sur le front. Va te préparer, Ariana. Aujourd'hui sera mémorable mais pas de la manière dont elle le pense. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire alors. Je ne savais pas quel pouvoir il détenait. Mais alors que je marchais vers l'hôtel une heure plus tard, je me suis accroché à ses paroles comme à une bouée de sauvetage. Brooke venait pour la guerre, Jonathan était prêt pour une exécution, et je commençais à peine à réaliser que j'étais marié au bourreau. L'écho des talons aiguilles de Brooke s'était dissipé, mais la violence de son interruption flottait dans l'air comme de la fumée. Elle se tenait au milieu de l'allée, non pas comme une sœur, mais comme un procureur. Le commentaire pathétique n'était que l'introduction, elle passait maintenant à la phase d'épreuve. Elle n'était pas venue les mains vides. De sa pochette, qui coûtait probablement plus cher que le budget annuel du centre de soutien aux étudiants où je travaillais, elle a sorti une liasse de papier plié. C'était un geste dramatique, théâtral, conçu pour un impact maximal. Elle a déplié les papiers d'un coup sec, le bruit net coupant le silence stupéfait de la chapelle. « Vous pensez tous que je suis la méchante ici » a dit Brooke, la voix tremblante d'un mélange d'adrénaline et de suffisance. Elle a balayé les invités du regard, verrouillant ses yeux sur ceux de notre mère, qui serrait son collier de perles comme s'il s'agissait d'un rosaire.
Je suis la seule qui se soucie assez de vous pour dire la vérité. J'ai engagé un détective privé la semaine dernière. Savez-vous ce qu'il a trouvé sur Jonathan Reeves? Elle a agité les papiers en l'air. Rien. Absolument rien. Un murmure a parcouru les bancs. Pour une salle remplie de gens dont les vies étaient documentées dans Forbes, LinkedIn et les pages mondaines, ce rien était plus accablant qu'un casier judiciaire. Rien et signifiait que vous n'aviez aucune importance. Aucun historique d'emploi a énuméré Brooke, comptant les points sur ses doigts. Aucun titre de propriété, aucune participation à un conseil d'administration, aucune empreinte numérique. C'est un fantôme, Ariana. C'est un vagabond qui a trouvé une femme désespérée et s'est accroché à elle. J'ai regardé Marcus H. Halstead, le mari de Brooke. Il était assis au premier rang du côté du marié, un côté peu peuplé car Jonathan avait invité si peu de monde. Marcus n'avait pas l'air choqué. Il était assis les jambes croisées, adossé avec la satisfaction narquoise d'un homme qui avait lu le script à l'avance. Il a croisé mon regard et a fait un petit haussement d'épaules compatissant, comme pour dire « Nous avons essayé de te prévenir ». Il était le partenaire silencieux de cette embuscade, le muscle financier soutenant l'assaut social de Brooke. Brooke s'est approché de l'autel, violant l'espace sacré entre les bancs et la chaire. Il t'épouse pour une carte verte. Ou peut-être pense-t-il que nos parents ont de l'argent qu'il peut détourner. Regarde-le, Ariana. Il se tient là dans un costume qui ne lui va même pas correctement, en te laissant gâcher ta vie. Je m'y oppose parce que je refuse de laisser ma sœur devenir un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. L'air dans la chapelle était étouffant. Je sentais la chaleur monter à mes joues, mais ce n'était pas de l'embarras, c'était une colère froide et cristalline. J'ai regardé Jonathan. Il n'avait pas bougé. Il observait Brooke avec cette même curiosité terrifiante qu'il avait montrée plus tôt, comme un scientifique observant une réaction chimique volatile. Il n'était pas blessé. Il attendait. Le pasteur m'a regardé, les yeux écarquillés par la panique. Il a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour appeler la sécurité, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru dans l'allée pour lui arracher les papiers des mains. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait un crépage de chignon. Elle voulait me traîner dans la boue pour pouvoir me battre avec son expérience. Au lieu de cela, j'ai pris une inspiration. J'ai serré plus fort la main de Jonathan, sentant les callosités contre ma paume, la preuve de son travail, de sa réalité, qui valait plus que toutes les traces de papier de Brooke. Je me suis tourné vers le pasteur. Ma voix n'était pas forte, mais dans le silence absolu de la pièce, elle a porté jusqu'aux portes du fond. Révérend, ai-je dit, veuillez continuer. L'assemblée a eu un hoquet de surprise. C'était une inspiration collective. En l'ignorant, en traitant ces preuves comme un bruit sans importance, je l'avais dépouillé de son pouvoir. Je n'avais pas discuté les faits, j'avais révoqué le procureur. Brooke restait là, la bouche légèrement entr'ouverte, les papiers pendus à sa main. Elle s'attendait à ce que je m'effondre. Elle s'attendait à ce que je supplie Jonathan de dire la vérité. Elle ne s'attendait pas à ce que je la regarde comme si elle était une étrangère impolie interrompant une conversation privée. Ariana, a lancé Brooke, sa voix perdant son contrôle poli pour devenir stridente. Tu ne m'as pas entendu? C'est un imposteur. Jonathan a enfin bougé. Il a relâché ma main doucement et a fait un pas vers Brooke. Il n'est pas descendu de l'autel, il a juste déplacé son poids, et soudain, il a semblé occuper tout l'espace. Il n'a pas regardé les papiers. Il a regardé Brooke directement dans les yeux. Vous pouvez m'appeler un fantôme, a dit Jonathan. Sa voix était basse, dénuée de colère, plate et dure comme une dalle de granit. Vous pouvez m'appeler un imposteur. Peu importe comment vous m'appelez, Brooke. Mais la façon dont vous traitez votre sœur le jour de son mariage, devant sa famille, cela nous dit exactement qui vous êtes. C'était une frappe chirurgicale. Il ne s'était pas défendu, il avait retourné le miroir vers elle. Les invités s'agitaient, mal à l'aise. La curiosité toxique que j'avais vue plus tôt se transformait en dégoût. Même les mondains les plus cyniques savaient qu'il y avait une limite, et Brooke venait de la franchir au galop. Elle a regardé autour d'elle, cherchant une validation, mais n'a trouvé que des gens fixant leurs chaussures ou chuchotant derrière leurs mains. Marcus s'est levé brusquement, boutonnant sa veste. Il a réalisé que le vent tournait. Il s'est approché de Brooke,
l'a prise par le coude et lui a chuchoté quelque chose d'urgent à l'oreille. Brooke a dégagé son bras d'un coup sec, me fixant avec une haine si pure qu'elle en était presque impressionnante. Très bien, a-t-elle craché. Épouse ce perdant. Mais ne viens pas pleurer chez moi quand tu vivras dans une location et que tu découperas des bons de réduction. Elle s'est retournée et a remonté l'allée d'un pas rageur, ses talons claquant un rythme chaotique cette fois, loin de la cadence assurée de son entrée. Marcus l'a suivi, jetant un dernier regard sombre à Jonathan, un regard qui promettait que ce n'était pas fini. Alors que les lourdes portes se refermaient derrière eux, le silence est revenu. Mais il était différent désormais. Il n'était plus dans l'attente. L'atmosphère était pesante de jugement. J'ai entendu un murmure provenant du troisième rang, clair comme de l'eau de roche, ou une voix de femme, tranchante et cinglante, elle regrettera d'avoir choisi cet homme. La pauvre. J'ai regardé Jonathan. Il m'a adressé un petit signe de tête. Laisse-les parler, disaient ses yeux. S'il vous plaît, ai-je dit à nouveau au pasteur, affichant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Nous avons des vœux à terminer. Nous avons terminé la cérémonie. Nous avons échangé les alliances. Nous nous sommes embrassés. Mais alors que nous remontions l'allée en tant que mari et femme, passant devant les invités qui applaudissaient de main polie et compatissante, je connaissais la vérité. Ce n'était plus un mariage, la cérémonie n'était que la déclaration d'ouverture. La réception de ce soir, dans le lieu que Brooke ignorait, avec des invités dont elle ne soupçonnait pas la venue, serait le contre-interrogatoire. Brooke pensait qu'elle venait de démasquer une fraude. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de remettre au juge une confession signée. Et ce soir, au conservatoire d'Alderest, le marteau allait tomber. Le procès de la vérité était sur le point de commencer. Le convoi de voitures serpentait hors de Charlottesville vers les collines boisées plus profondes près de Washington, D.C. J'étais assise à l'arrière de la Rolls-Royce, regardant la main de Jonathan posée calmement sur son genou. Il ressemblait à un homme en route pour faire ses courses, pas à un homme sur le point de dévoiler un secret qui allait démanteler toute la vision du monde de ma famille. Les invités, suivant dans leur berline de location et leur SUV de luxe, étaient confus. Je le savais parce que mon téléphone vibrait contre ma cuisse toutes les 30 secondes, recevant des SMS de cousins et d'amis demandant si nous étions perdus. Ils s'attendaient à une salle des fêtes d'anciens combattants ou peut-être à une salle de banquet d'hôtel bon marché. Ils s'attendaient à des nappes en papier et à un bar payant. Lorsque nous avons quitté l'autoroute principale pour approcher les grilles en fer du conservatoire d'Alderest, la confusion s'est transformée en un silence palpable. Alderest n'était pas un lieu de mariage, c'était une forteresse de botanique et de verre, un institut de recherche privé et un sanctuaire de préservation qui était habituellement fermé au public. Les grilles se sont ouvertes automatiquement dès que les caméras ont reconnu la plaque d'immatriculation de notre voiture. Nous avons remonté une allée sinueuse bordée de chênes centenaires, illuminée par des projecteurs qui transformaient les feuilles en une canopée d'émeraude et d'or. Le bâtiment principal surgissait du paysage comme un joyau. C'était une structure massive d'acier et de verre courbé, brillant de l'intérieur d'une lumière ambrée chaleureuse qui suggérait une intimité totalement en décalage avec son échelle. Cela ne ressemblait pas à de l'argent, cela ressemblait à de l'histoire. Cela ressemblait au genre d'endroit où l'on signe des traités et où l'on décide des héritages. Nous sommes descendus de voiture. L'air ici était différent, au plus frais, parfumé au jasmin et à la terre humide. Les invités se sont garés sur le parking désigné et ont commencé à marcher vers l'entrée. J'observais leur visage. Ma mère avait l'air de s'être trompée de plateau de tournage. Elle serrait son sac à main, ses yeux passant de l'éclairage architectural aux taupières impeccablement entretenues. Elle cherchait le défaut. Elle cherchait l'enseigne indiquant, sous nouvelle direction, ou, espace événementiel à prix réduit. Elle n'a rien trouvé. À l'intérieur, le conservatoire était à couper le souffle. Le plafond culminait à 15 mètres de haut, un treillis de verre révélant le ciel nocturne. La salle était remplie d'orchidées rares, de fougères imposantes et d'un aménagement aquatique qui parcourait toute la longueur du sol, un ruisseau d'eau cristalline coulant sur de l'ardoise noire. Mais le véritable choc n'était pas les plantes, c'était le personnel. 20 serveurs se tenaient en formation près de l'entrée. Ce n'étaient pas des adolescents dans des gilets mal coupés, c'étaient des professionnels. Ils se tenaient les mains croisées derrière le dos, portant des uniformes sur mesure mieux ajustés que les costumes faits main de Marcus. Alors que Jonathan et moi franchissions les portes vitrées, le directeur général d'Alderest, un homme nommé Henry connu pour être terriblement sélectif quant aux personnes entrant dans son établissement, s'est dirigé droit vers nous.
Il m'a ignoré. Il a ignoré mes parents. Il est allé directement vers Jonathan. Monsieur Reeves, a dit Henry, en inclinant légèrement la tête. Ce n'était pas une révérence de service, c'était une révérence de déférence envers l'autorité. Bienvenue chez vous, monsieur. L'aile sud est préparée exactement comme vous l'avez demandé. Nous avons le cru de la cave privée qui repose dans les décanteurs. Merci, Henry, a dit Jonathan. Sa voix était la même, calme, graveleuse, mais ici elle portait un poids qu'elle n'avait pas dans la chapelle. Assurez-vous que le personnel sache que la famille de ma femme doit être traitée avec le plus grand soin. Bien entendu, monsieur. Un frisson a parcouru la foule des invités qui se trouvaient à portée de voix. Monsieur Reeves. Bienvenue chez vous. Ma mère s'est approchée de moi, les yeux écarquillés. Ariana, a-t-elle chuchoté en me saisissant le bras. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Comment as-tu pu contracter un prêt? Cela doit coûter 50 000 $ pour la nuit. Je l'ai regardé. Pas de prêt, maman. Jonathan s'en est chargé. Jonathan? Elle l'a regardé, puis a de nouveau contemplé le plafond de verre. Le responsable logistique? La logistique, ai-je dit en réprimant un sourire, couvre beaucoup de domaines. C'est à ce moment-là que Brooke est arrivée. Elle est arrivée 20 minutes en retard, une manœuvre délibérée destinée à marquer son entrée. Elle a franchi les portes avec Marcus sur ses talons. Elle s'est arrêtée, balayant la salle du regard, son visage prêt à se tordre en un ricanement, mais le ricanement n'est jamais venu. Ses yeux se sont agrandis. Elle a remarqué les orchidées. Elle a remarqué le personnel. Elle a remarqué l'exclusivité pure et indéniable de l'espace. Alderest n'était pas quelque chose que l'on pouvait louer simplement parce qu'on avait de l'argent. C'était un endroit où l'on devait être invité. Elle a marché vers nous, retrouvant son sang-froid au prix d'un effort pénible à regarder. Elle a ri, un son aigu et fragile qui a résonné contre le verre. Eh bien, a dit Brooke, désignant la salle d'un geste. C'est inattendu. As-tu gagné un concours, Ariana? Ou peut-être que Jonathan a trouvé une offre d'annulation sur Groupon? Elle refusait d'y croire. Son cerveau ne pouvait pas concevoir que l'homme qu'elle avait traité de raté puisse offrir cela. Pas de concours, Brooke, ai-je dit. Juste une fête. Qui est le sponsor, a insisté Brooke, sa voix baissant d'un ton pour devenir un murmure comploteur. Est-ce un événement caritatif? Avez-vous obtenu une déduction fiscale d'entreprise? Parce qu'il est impossible que vous deux ayez payé pour ça. Avant que je ne puisse répondre, la foule près de l'entrée s'est écartée. Ce ne fut pas un mouvement progressif, ce fut une division soudaine et respectueuse, comme la mer Rouge qui s'ouvre. Franchissant les portes, une femme que j'ai reconnue instantanément. C'était la femme de la répétition, la femme au tailleur gris, Eleanor Reeves. Elle était légendaire à Washington. Elle était la présidente du Reeves Continuum Group, un empire philanthropique et industriel qui finançait tout, des hôpitaux aux initiatives pour l'eau potable. Elle avait 80 ans, marchait avec une canne qui semblait faite d'ébène et d'argent, mais elle se déplaçait avec l'énergie d'un général inspectant ses troupes. Le silence s'est fait dans la salle. Même le tintement des flûtes de champagne s'est arrêté. Tout le monde savait qui elle était. Elle est passée directement devant les invités bouche bée. Elle est passée devant mes parents stupéfaits. Elle est passée devant Brooke, qui avait l'air d'avoir reçu une gifle. Elle s'est arrêtée devant Jonathan. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Puis, la dame de fer de Washington a souri. C'était un sourire chaleureux et sincère qui plissait le coin de ses yeux. Elle a tendu les mains et a pris le visage de Jonathan entre ses paumes. « Tu es en retard, Jonathan » a-t-elle dit, sa voix nette mais affectueuse. « Je t'avais dit que cette cravate allait prendre trop de temps à nouer. »« Bonjour, grand-mère » a dit Jonathan, se penchant pour embrasser sa joue. « Grand-mère » Le mot a frappé la salle comme une bombe. J'ai vu ma mère vaciller sur ses pieds. J'ai vu la bouche de mon père s'ouvrir de stupeur. Eleanor s'est tournée vers moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Sa poigne était forte, sa peau fraîche et sèche. Et tu dois être Ariana. Je t'observe de loin, ma chère. Tu as une volonté de fer. J'aime ça. Nous avons besoin de plus de fer dans cette famille. Puis Eleanor s'est détournée. Elle a pivoté lentement,
ses yeux balayant le groupe jusqu'à ce qu'il s'arrête sur Brooke. Brooke était pétrifiée. Elle fixait Eleanor Reeves avec un regard de pure terreur. Elle a compris à cet instant précis à quel point elle s'était trompée dans ses calculs. Eleanor a fait un pas vers Brooke. Elle n'a pas élevé la voix, elle n'en avait pas besoin. « Et vous ?» a dit Eleanor, regardant Brooke de haut en bas avec un détachement clinique. « Vous êtes la sœur. »« Je. » »« Oui, » a bégayé Brooke. « Je suis Brooke Halstead. Je travaille dans l'immobilier à Manhattan. C'est un honneur de rencontre. Vous êtes celle qui a interrompu le mariage de mon petit-fils, a interrompu Eleanor, son ton plaisant mais mortel. J'ai entendu parler de votre performance dans la chapelle. Vous l'avez traité de. Comment était-ce déjà? Pathétique? Brooke est devenu livide. Je ne savais pas. J'étais juste. Vous étiez juste en train de nous montrer votre caractère, a terminé Eleanor. Il est assez rare de voir quelqu'un aussi désireux de démontrer sa propre ignorance en public. C'était très instructif pour toutes les personnes présentes. Eleanor n'a pas attendu de réponse. Elle a tourné le dos à Brooke, la congédiant comme s'il s'agissait d'une feuille de laitue flétrie sur une assiette. Mais le coup de grâce n'est pas venu d'Eleanor, il est venu de Marcus. J'ai observé Marcus Halstead alors que le nom, Reeves, faisait enfin le lien dans son cerveau. J'ai vu la couleur quitter son visage jusqu'à ce qu'il ressemble à un cadavre. Il fixait Jonathan avec des yeux écarquillés et horrifiés. La société de développement de Marcus se vantait depuis des mois d'une injection massive de capitaux qu'elle négociait avec un partenaire silencieux ou une société de capital investissement qui allait les sauver de la faillite. Je connaissais le nom de la société parce que Marcus l'avait mentionné 100 fois lors de dîner, Continuum Holdings. Marcus a fait un pas chancelant en avant, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Reeves, a-t-il marmonné. Reeves Continuum. Le partenaire silencieux. L'investisseur. Il a regardé Jonathan. La réalisation l'a frappé avec la force d'un coup physique. L'homme qu'il avait méprisé, l'homme qu'il avait laissé sa femme humilier, n'était pas seulement un responsable logistique. Jonathan était l'homme qui tenait le stylo pouvant signer le salut de Marcus ou son arrêt de mort. Jonathan a croisé le regard de Marcus. Il n'a pas souri, il a juste haussé légèrement les sourcils, accusant réception de cette prise de conscience. « Passe une bonne soirée, Marcus, a dit doucement Jonathan. La réception avait commencé. La musique s'est élevée, un quatuor à cordes jouant dans un coin. Le champagne a commencé à couler. Mais pour Brooke et Marcus, la fête était déjà terminée. Ils se tenaient dans la plus belle salle qu'ils aient jamais vue, réalisant qu'ils étaient les seuls ici à ne pas être à leur place. La révélation de l'identité réelle de Jonathan ne s'est pas faite par un cri ou un projecteur. Elle s'est faite de la manière silencieuse et terrifiante dont l'eau remplit une pièce inévitable et envahissante. Alors que les murmures se propageaient à partir d'Eleanor Reeves, les pièces du puzzle qui m'avaient déconcerté pendant des mois se sont enfin assemblées. Jonathan n'était pas seulement un employé. Il était le partenaire opérationnel et l'unique héritier du Reeves Continuum Group. Je restais là, clignant des yeux, essayant de réconcilier l'homme qui réparait mon robinet qui fuit avec l'entité que je ne connaissais que par les titres de presse. Le Reeves Continuum Group n'était pas seulement une entreprise, c'était le système circulatoire de l'infrastructure américaine. Il possédait les réseaux logistiques qui transportaient la nourriture pendant les crises. Il possédait les entrepôts qui stockaient les fournitures médicales pour la moitié de la côte est. Et en regardant autour de moi le conservatoire d'Alderest, j'ai réalisé qu'il possédait les lieux où les puissants concluaient leur marché. Tu ne me l'as jamais dit, ai-je chuchoté en le regardant. Je n'étais pas en colère, mais j'étais désorienté. Tu as laissé ma famille te traiter ainsi. Jonathan a pris une gorgée d'eau pétillante, son expression calme. Le testament de mon père était très spécifique, Ariana. Pour diriger l'entreprise, je devais occuper chaque poste pendant 6 mois. J'ai conduit les camions. J'ai chargé les palettes. J'ai réparé les générateurs. J'avais besoin de savoir quel était le poids du travail avant de pouvoir demander à quiconque de le porter. Il m'a regardé et sa voix a baissé d'une octave, devenant intime dans la salle bondée. Quand je t'ai rencontré, je terminais ma rotation dans l'aide humanitaire. Et je ne voulais pas que tu aimes l'héritier. Je voulais que tu aimes l'homme qui décharge le camion. Mais le choc n'en avait pas fini avec moi. Eleanor, tenant toujours ma main,
a désigné le mur du fond où une plaque était accrochée, discrète mais polie. Elle listait les bienfaiteurs des programmes d'aide à la jeunesse du conservatoire. Mais mon esprit s'est souvenu d'autre chose. Il y a 6 mois, le Crescent Student Support Service, le centre de conseil où je me donnais corps et âme pour aider les adolescents en difficulté, était sur le point de fermer. Nous n'avions plus d'argent. Puis, du jour au lendemain, un donateur anonyme avait viré suffisamment de fonds pour nous permettre de fonctionner pendant 5 ans. Nous l'avions appelée la subvention Horizon. Elle avait sauvé les emplois de 12 conseillers et les vies de plus de 300 étudiants qui avaient besoin d'une thérapie qu'ils ne pouvaient pas se payer. J'ai regardé Jonathan. La subvention Horizon, ai-je dit, la voix tremblante. C'était toi. Il a haussé les épaules, un petit mouvement timide qui appartenait au Jonathan que je connaissais, pas au milliardaire. J'ai vu à quel point tu tenais à ces jeunes, Harry. Je ne pouvais pas les laisser te perdre. Et je savais que si je mettais mon nom dessus, tu poserais des questions auxquelles je n'étais pas encore prêt à répondre. Des larmes me sont montées aux yeux. Il ne m'avait pas seulement acheté des bijoux ou une voiture de luxe. Il avait tranquillement, invisiblement, sauvé ce qui comptait le plus pour moi sans jamais demander de remerciement. À l'autre bout de la salle, Brooke essayait de sauver ce qui restait de son statut social. Elle s'était ressaisie, avait lissé sa robe et affiché son meilleur visage d'excuse professionnelle. Elle s'est approchée d'Eleanor Reeves, tenant une coupe de champagne comme une offrande de paix. « Madame Reeves », a dit Brooke, sa voix suintant d'une douceur artificielle. Je sens qu'il y a eu un terrible malentendu. Les émotions étaient fortes à la chapelle. Vous savez à quel point les sœurs peuvent être protectrices. J'espère que nous pourrons repartir à zéro. Je suis Brooke Halstead, et mon mari Marcus a fait de si grands éloges des stratégies d'investissement de votre firme. C'était une démonstration magistrale de diversion. Elle essayait de passer de la « sœur folle » au « contact professionnel ». Eleanor n'a pas pris le champagne. Elle n'a même pas scié. Elle a regardé Brooke avec un regard qui aurait pu décaper la peinture d'un mur. « Ma chère », a dit Eleanor, sa voix assez forte pour être entendue par le cercle d'investisseurs à proximité. « Je n'investis pas dans les gens qui confondent cruauté et classe. Vous avez insulté mon petit-fils non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que vous pensiez qu'il était pauvre. C'est un défaut de caractère qu'aucune excuse ne peut réparer. S'il vous plaît, ne me cachez pas la vue des personnes ici présentes qui ont réellement mérité leur place. » Brooke est devenue écarlate. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, pour sauver un lambeau de dignité. Mais Jonathan est intervenu. Il n'a pas appelé la sécurité. Il n'a pas crié. Il a fait quelque chose de bien pire. Brooke, a dit Jonathan, sa voix portant facilement à travers la salle. Tu avais tellement de choses à dire à l'église. Tu voulais faire un discours sur qui j'étais. Pourquoi ne restes-tu pas? Nous avons un micro installé pour les toasts. J'aimerais que tu dises à tout le monde ici exactement ce que tu penses de la famille Reeves maintenant. C'était un piège magnifique et brutal. Si elle partait, elle passait pour une lâche qui s'enfuyait une fois son bluff démasqué. Si elle restait, elle devait endurer l'humiliation de faire la fête aux frais de l'homme qu'elle avait traité de raté, entouré de gens qui savaient désormais à quel point elle était superficielle. A bégayé Brooke. Je devrais y aller. Marcus, nous devrions y aller. Elle s'est tournée pour attraper Marcus, mais Marcus ne bougeait pas. Il se tenait près de la sortie, essayant de passer inaperçu, mais il avait été intercepté. Un homme dans un costume gris terne, qui n'était clairement pas un invité, lui barrait la route. J'ai reconnu ce regard. Ce n'était pas la police, c'était pire. C'était le regard d'un auditeur fédéral. J'ai vu l'homme se pencher et dire quelque chose à Marcus. J'ai vu le visage de Marcus se décomposer. Il a regardé Jonathan d'un air suppliant, mais Jonathan était occupé à ajuster sa cravate. L'accord avec le partenaire silencieux était mort, et tout l'examen minutieux que Marcus avait essayé d'éviter en obtenant ce financement allait s'abattre sur lui. L'auditeur ne l'a pas arrêté, mais il l'a guidé fermement vers l'intérieur de la salle, le piégeant de fait dans la célébration de sa propre chute. « Danse avec moi », a dit Jonathan, leur tournant le dos. L'orchestre a entamé un morceau de jazz lent et mélancolique. Jonathan m'a entraîné sur la piste. Alors que nous bougions, la salle est devenue floue. Les visages des invités de la haute société, le scintillement du plafond de verre, le parfum des orchidées, tout s'est effacé.
J'ai regardé par-dessus l'épaule de Jonathan. J'ai vu Brooke debout seule près du bar. Elle tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement de manipuler le récit sur les réseaux sociaux avant que la vérité n'éclate. Mais personne ne la regardait. Pour la première fois de sa vie, elle était dans une salle pleine de pouvoir, et elle était totalement insignifiante. C'était là la vraie vengeance. Nous ne l'avons pas mise dehors, nous l'avons simplement rendue invisible. Nous l'avons laissé voir que son jugement n'avait aucune importance, que son approbation n'était pas nécessaire et que sa présence n'était tolérée que comme un divertissement. Tu savais qu'elle serait là, ai-je murmuré contre l'épaule de Jonathan. Je l'espérais, a-t-il répondu. La meilleure façon de vaincre un tyran n'est pas de le combattre, Harry. C'est de lui montrer qu'il est petit. La chanson s'est terminée, et les applaudissements ont été chaleureux et sincères. Je me sentais légère, libérée. Je me suis éclipsée pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer et assimiler l'ampleur des secrets qui avaient été dévoilés. Les toilettes se trouvaient au bout d'un couloir calme tapissé de velours. Alors que j'approchais de la porte, j'ai entendu des voix venant de l'alcôve près de la sortie de secours. C'était un murmure sifflant et désespéré. Tu avais dit que c'était un moins que rien. Brooke, tu avais dit que c'était un concierge. C'était Marcus. On aurait dit un animal acculé. Tais-toi, Marcus, a rétorqué la voix de Brooke, bien qu'elle tremblait. Comment étais-je censé savoir qu'il conduisait un camion? L'auditeur vient de m'interroger sur les comptes au Caïman, a chuchoté Marcus, sa voix tombant en un râle terrifié. Si Reeves annule l'accord, ils vont tout éplucher. Nous n'avons pas la liquidité pour combler le vide. Alors nous accélérons l'autre plan, a dit Brooke. Je me suis figé, la main suspendue au-dessus de la poignée de la porte. On ne peut pas, a dit Marcus. C'est trop risqué. Nous n'avons pas le choix, a sifflé Brooke. J'ai reculé dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre. Je pensais que la guerre était finie. Je pensais que nous avions gagné. Mais en écoutant ma sœur et son mari comploter dans le noir, j'ai réalisé que l'humiliation ne les avait pas arrêtés. Elle les avait seulement rendus désespérés, et les gens désespérés étaient dangereux. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où le monde avait découvert qui était réellement Jonathan. Mais si vous regardiez notre vie quotidienne, vous ne pourriez guère deviner que mon mari aurait pu acheter tout le quartier où nous vivions. Nous n'avions pas emménagé dans un penthouse dans le ciel. Nous étions restés dans la modeste maison d'artisan de Jonathan en banlieue, surtout parce qu'il aimait le craquement du parquet et que j'aimais la façon dont la lumière du matin frappait la table de la cuisine. Je travaillais toujours au Crescent Bay Student Support Service. Je conduisais la même berline, buvais le même café de marque distributeur et passais mes journées à me disputer avec les administrateurs scolaires au sujet du financement des programmes de santé mentale. La seule différence était que désormais, quand je parlais, les gens écoutaient avec une intensité terrifiante, cherchant dans mes paroles des messages cachés du Reeves Empire. Jonathan était encore plus concentré. Il n'assistait pas à des galas et ne coupait pas de ruban. Il était plongé dans une refonte logistique massive pour la branche d'aide humanitaire de l'entreprise, rentrant souvent à la maison avec de la graisse sous les ongles et les yeux rouges d'avoir lu des manifestes jusqu'à 3 heures du matin. Nous étions heureux, mais c'était un bonheur calme et gardé. Nous savions tous les deux que le silence de ma sœur n'était pas la paix, c'était juste un rechargement. Brooke avait disparu. Son Instagram, autrefois un barrage de toast au champagne et de vue sur la ville, s'était éteint. Son numéro de téléphone avait été débranché. Ma mère m'appelait chaque semaine, en pleurs, disant qu'elle ne trouvait plus Brooke et que Marcus refusait de prendre ses appels. Puis vint le coup à la porte. C'était un mardi, juste après 2 heures du matin. Un violent orage s'abattait sur le toit, le genre de pluie qui étouffe tout le reste. J'étais réveillé, en train de classer des dossiers dans le salon pendant que Jonathan dormait. Quand j'ai entendu les coups, je me suis figé. C'était désespéré, rythmique et frénétique. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. C'était Brooke. J'ai ouvert la porte. La femme qui se tenait sur mon porche était le fantôme de la sœur que je connaissais. Ses cheveux, d'ordinaire un rideau de soie lissé chimiquement, étaient mouillés et collés contre son crâne. Elle portait un trench coat qui semblait cher mais qui était taché de boue à l'ourlet. Son maquillage avait coulé, transformant ses yeux en orbites sombres et creuses. Elle tremblait violemment. « Ariana » a-t-elle étouffé. « S'il te plaît. » J'ai reculé pour la laisser entrer.
Elle a trébuché dans l'entrée, faisant couler de l'eau sur le parquet. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, elle se serrait elle-même, les dents claquantes. Que s'est-il passé, ai-je demandé, en gardant mes distances. Je lui ai tendu une serviette provenant du placard de l'entrée. Ils l'ont pris, a-t-elle chuchoté, fixant le sol. Ils ont tout pris, Harry. La maison dans les Hantons, l'appartement sur la 5e avenue, les voitures. Même mes bijoux. Qui? Les fédéraux, la SEC, je ne sais pas. Il y avait tellement d'insignes. Elle a levé les yeux, et son regard était égaré. Marcus est en détention. Ils ont perquisitionné son bureau ce matin. Ils ont parlé de manipulation de marché, de fraude électronique, de détournement de fonds. Ils ont gelé nos comptes joints. Je suis allé au distributeur pour payer le taxi et il m'a ri au nez. J'ai dû marcher depuis la gare sous la pluie. Je l'observais, ressentant un complexe de pitié et de suspicion. Où étais-tu avant cela? Dans des hôtels, a-t-elle dit, jusqu'à ce que la carte de crédit cesse de fonctionner. Elle s'est effondrée contre le mur, glissant jusqu'à s'asseoir par terre. Tu ne comprends pas, Ariana. Tu ne comprends pas la sensation de voir le sol s'ouvrir et vous engloutir. Je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment repartir à zéro. Je ne sais même pas comment remplir une demande de location sans historique de crédit. C'était la première fois de ma vie que j'entendais Brooke admettre qu'elle ne savait pas quelque chose. Jonathan est apparu en haut des escaliers. Il portait un t-shirt et un pantalon de jogging, le visage éveillé et alerte. Il n'est pas descendu, il est resté sur le palier, observant Brooke avec ce détachement clinique qu'il réservait aux défaillances structurelles. J'ai besoin d'aide, a sangloté Brooke, regardant alternativement Jonathan et moi. J'ai besoin d'un endroit où rester juste pour quelques semaines, le temps de trouver un avocat, de régler ça. J'ai regardé Jonathan. Il n'a pas fait de signe de tête, mais il n'a pas non plus secoué la tête. Il me laissait la décision. J'ai regardé à nouveau ma sœur. Une partie de moi voulait l'envelopper dans une couverture et lui préparer un thé, mais une autre partie de moi se souvenait du mariage. Je me souvenais de sa voix me traitant de pathétique. Je me souvenais de la conversation que j'avais surprise dans le noir, où elle complotait pour détruire mon mariage en guise de police d'assurance. Je vais t'aider, ai-je dit. Brooke laissa échapper un sanglot de soulagement. Merci, oh mon Dieu. Merci. Je peux prendre la chambre d'amis. Je promets que je serai discrète. Non, l'ai-je coupé. Ma voix était assez tranchante pour arrêter ses larmes. Brooke cligna des yeux. Quoi? Tu ne restes pas ici, ai-je dit. Et je ne vais pas te donner d'argent. Mais tu viens de dire. J'ai dit que je vais t'aider, ai-je continué, en m'approchant. Je vais t'aider à survivre, mais je ne vais pas financer ton délusion selon laquelle tout ceci est temporaire. Marcus va en prison, Brooke. Tes actifs ont disparu. Tu as besoin d'un travail. Tu as besoin d'un revenu que le gouvernement ne peut pas saisir. Je ne peux pas travailler, a-t-elle bégayé. Ma réputation est ruinée. Aucune agence immobilière ne voudra de moi. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi tu vas travailler pour Reeves Continuum. Les sourcils de Jonathan se sont légèrement levés, mais il est resté silencieux. Brooke avait l'air confuse. Tu veux dire au siège, au marketing? Non, ai-je dit. Nous avons un centre de distribution logistique à Baltimore. C'est une installation ouverte 24 heures sur 24. Ils ont besoin d'un coordinateur d'inventaire pour l'équipe de nuit. Tu suis les expéditions, tu classes les manifestes et tu t'assures que le calendrier du quai de chargement est exact. Brooke m'a regardé comme si j'avais suggéré qu'elle mange dans une benne à ordures. Un entrepôt? Tu veux que je travaille dans un entrepôt? Je suis Brooke Morris. J'ai un diplôme en communication. Je conclus des contrats à $1 million. Tu étais Brooke Morris, l'ai-je corrigé. Maintenant, tu es la femme d'un homme soumis en accusation fédérale avec 0 actif. Le travail paie $25 de l'heure. Il y a une assurance maladie et il comprend un petit studio dans les logements pour employés près du site. C'est l'offre. C'est humiliant, a-t-elle sifflé, sa tristesse instantanément remplacée par un éclair de son ancien venin. Tu fais ça pour me punir. Tu y prends du plaisir. Je te tends une perche, ai-je dit calmement.
La punition serait de fermer cette porte et de te laisser dormir sous la pluie. C'est la réalité, Brooke. C'est un travail honnête. Personne là-bas ne se soucie de qui tu es. Il se soucie seulement de savoir si tu fais le travail. Elle m'a lancé un regard noir, ses mains se serrant en poing. Je ne le ferai pas. Alors tu peux partir, ai-je dit, en tendant la main vers la poignée de porte. Elle a tressailli. Elle a regardé la rue sombre et pluvieuse à l'extérieur. Elle a regardé la chaleur du couloir. Elle a réalisé qu'elle n'avait aucun levier. D'accord, a-t-elle chuchoté. D'accord, je prends le travail. Jonathan a bougé silencieusement, comme une ombre se détachant du mur. Il s'est arrêté à 1 mètre de Brooke. Il y a une autre condition, a dit Jonathan. Brooke a levé les yeux vers lui, la peur brillant dans son regard. Tu signeras un accord de non-divulgation ce soir. Tu ne mentionneras jamais Ariana dans aucune interview de presse. Tu n'utiliseras jamais ton lien avec cette famille pour obtenir des prêts ou des faveurs. Et si Marcus ou son équipe juridique te contacte, tu es légalement tenu d'en informer mon conseiller immédiatement. Tu ne lui parles pas, sauf si un juge l'ordonne. C'est mon mari, a argumenté Brooke faiblement. C'est un handicap, a dit Jonathan. Et tu es actuellement radioactive. Si tu veux le travail, si tu veux le logement, tu coupes le cordon. Je ne permettrai pas que tu utilises ma femme comme bouclier pour les crimes de ton mari. Brooke l'a regardé, puis m'a regardé. Elle s'est effondrée, vaincue. D'accord, je vais signer. J'ai juste besoin d'utiliser les toilettes. S'il vous plaît, je me sens mal. J'ai fait un signe de tête vers la salle d'eau au bout du couloir, celle que les invités utilisaient. Brooke s'est éloignée en traînant les pieds, serrant son sac. J'ai laissé échapper un long soupir, m'appuyant contre la rampe. Ai-je été trop dur? Ai-je demandé à Jonathan. Tu as été juste, a-t-il dit, s'approchant et me frottant le dos. Elle a besoin d'un nouveau départ, pas d'un sauvetage. Je veux juste croire qu'elle peut changer, ai-je dit. Elle avait l'air si brisée. Jonathan n'a pas répondu. Il regardait le couloir où Brooke avait disparu. Ses yeux se sont rétrécis. Elle a pris son sac, a-t-il noté. Elle a probablement son maquillage dedans, ai-je dit. Peut-être, a dit Jonathan. 5 minutes passèrent. Puis 10. J'ai commencé à m'inquiéter. Je devrais aller voir comment elle va. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la salle d'eau. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Brooke se tenait près du lavabo. Elle ne s'éclaboussait pas le visage avec de l'eau. Elle ne retouchait pas son maquillage. Elle tenait son téléphone. Il était posé contre le miroir, l'écran tourné vers l'extérieur. Je me suis figé. Sur l'écran, un minuteur rouge décomptait, minuit 14 minutes 23 secondes. C'était une application d'enregistrement vocal. Elle enregistrait depuis le moment où elle avait mis le pied sur le porche. Elle avait enregistré son histoire larmoyante. Elle avait enregistré mon offre d'emploi à l'entrepôt. Elle avait enregistré les conditions juridiques sévères de Jonathan. Elle n'était pas brisée. Elle montait un dossier. Elle fabriquait un récit où la sœur milliardaire et son mari froid forçaient la pauvre femme démunie au travail manuel alors qu'elle était en deuil. Elle m'a vu dans le miroir. Ses yeux ont rencontré les miens. Il n'y avait aucune honte en eux, seulement une évaluation froide et calculatrice. Elle a saisi le téléphone et l'a glissé dans sa poche avant que je puisse dire un mot. Je me sens mieux, a-t-elle dit, se retournant avec un sourire faible et faux. Merci pour l'eau. Je me tenais sur le seuil, mon sang se glaçant. J'ai réalisé alors que ma sœur n'était pas venue ici pour de l'aide. Elle était venue ici pour des munitions, et je venais de lui donner exactement ce dont elle avait besoin pour sa prochaine guerre. La guerre que je croyais terminée s'était simplement déplacée sous terre. Elle a commencé 3 semaines après que Brooke soit apparu sur mon pas de porte, non pas par une poursuite judiciaire, mais par une rumeur qui s'est propagée dans notre ville comme une contagion. Marcus Holstead, désespéré et acculé, avait décidé que s'il devait couler, il entraînerait tout le navire Reeves avec lui. Il n'a pas attaqué la richesse de Jonathan, c'était trop solide. Il a attaqué le caractère de Jonathan. Il a divulgué une histoire à un tabloïd local suggérant que le Reeves Disaster Relief Fund, le fonds même qui avait sauvé mon centre de conseil,
était en réalité un abri fiscal sophistiqué utilisé pour blanchir de l'argent pour des investisseurs offshore. Le titre était assez vague pour éviter la diffamation, mais assez spécifique pour ruiner une réputation, charité ou camouflage. L'argent de l'ombre derrière l'Empire Reeves. Je suis arrivé au Crescent Bay Student Support Service un jeudi matin pour trouver 3 camions de presse garés devant. Des reporters m'ont fourré des micros sous le nez, demandant si mon mari utilisait les victimes d'inondations pour cacher des actifs. J'ai dû être escorté dans le bâtiment par la sécurité. Mes étudiants, des enfants qui me confiaient leurs traumatismes les plus profonds, me regardaient avec suspicion. Le havre de paix que j'avais construit était empoisonné par les retombées toxiques du mari de ma sœur. Mais le vrai couteau dans mon dos n'était pas Marcus. C'était la personne que j'essayais de sauver. Je me suis rendu au centre de distribution tard ce soir-là. Je voulais voir comment allait Brooke. Contre toute attente, elle s'en sortait réellement bien. Le directeur de l'entrepôt, un homme bourru nommé Miller qui ne supportait pas les imbéciles, m'a dit que la nouvelle était une machine. Brooke avait réorganisé la grille d'inventaire en 3 jours, augmentant l'efficacité de 15%. Pour la première fois de sa vie, elle obtenait du respect non pas pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle faisait. Je l'ai vue depuis le pont d'observation portant un gilet de haute visibilité, tenant un presse-papier, dirigeant les chariots élévateurs avec une précision tranchante et autoritaire. Elle avait l'air fatiguée, mais elle avait l'air authentique. J'ai failli faire demi-tour et rentrer chez moi. J'ai failli me laisser croire qu'une rédemption était en cours. Puis je l'ai vue vérifier son téléphone. Elle s'est figée au milieu de l'allée. J'ai vu ses épaules se voûter. Elle a tapé une réponse furieuse, puis a regardé autour d'elle nerveusement, comme un animal traqué. Plus tard, j'ai découvert ce que disait ce message texte. Marcus lui avait envoyé un ultimatum simple et terrifiant, si je tombe pour les comptes aux Caïmans, je t'emmène avec moi. J'ai les courriels où tu as approuvé les transferts. Aide-moi à briser la crédibilité des Reeves où tu partageras une cellule avec moi. Brooke a craqué. Elle n'est pas venue vers moi. Elle n'est pas venue vers Jonathan. Elle est revenue à ses réglages d'usine, l'instinct de conservation au détriment de tous les autres. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un café à DC, portant une casquette de baseball et des lunettes de soleil, surveillant un box au fond. J'avais engagé mon propre détective privé non pas pour suivre Jonathan, mais pour suivre ma sœur. Il m'avait envoyé une heure et un lieu. Brooke est entrée. Elle rencontrait un homme que je reconnaissais grâce à Internet, un blogueur journaliste citoyen spécialisé dans les théories du complot et les règlements de comptes financiers. C'était lui qui amplifiait les fuites de Marcus. Je les ai observées. Je ne pouvais pas les entendre, mais je n'en avais pas besoin. J'ai vu Brooke faire glisser son téléphone sur la table. Le blogueur a mis un casque. Il a écouté, a hoché la tête et a souri d'un sourire gras et satisfait. C'était l'enregistrement celui qu'elle avait fait dans mon couloir. Mais je connaissais Brooke. Elle ne se contenterait pas de jouer le fichier brut. Elle l'aurait édité. Elle aurait coupé ses supplications et gardé seulement mon refus cruel de lui donner de l'argent et les exigences juridiques dominatrices de Jonathan. Elle nous présentait comme des milliardaires sans cœur abusant d'une femme démunie. J'ai attendu que le blogueur parte. Puis je me suis approché et me suis glissé dans le box en face d'elle. Brooke a sursauté, renversant son café. Ariana. J'étais juste. Arrête, ai-je dit. Ma voix était incroyablement calme. Je ne ressentais pas la rage brûlante que j'avais ressentie au mariage. Je ressentais une déception froide et lourde, comme une pierre dans ma poitrine. Je l'ai vu, Brooke, et je sais pour l'enregistrement. Elle a pâli. Marcus m'a forcé. Il a dit qu'il avait la preuve que j'étais complice de la fraude électronique. Ariana, je ne savais pas ce que je signais. Je signais simplement tout ce qu'il mettait devant moi. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas. Alors, tu as décidé de m'envoyer devant le tribunal de l'opinion publique à la place, ai-je dit. Tu as décidé de détruire le travail que je fais avec mes étudiants. Tu as décidé de calomnier l'homme qui paie pour le toit que tu as sur la tête en ce moment. Je n'avais pas le choix, a-t-elle crié, sa voix montant. Les gens commençaient à regarder. Tu ne comprends pas la pression. Je comprends la loyauté, ai-je dit. Et je comprends que tu n'as pas changé. Tu as juste changé de tactique.
Tu as échangé tes talons aiguilles contre un gilet de sécurité, mais tu es toujours la même personne qui pense que le monde lui doit une issue de secours. Je me suis levé. Garde le travail, Brooke, ou ne le garde pas. Mais sache ceci, Jonathan ne s'inquiète pas du blogueur. Tu lances des cailloux sur un char d'assaut. Je l'ai laissé là, frissonnante dans la climatisation. Quand je suis rentré, j'ai trouvé Jonathan dans son bureau. Il était entouré d'écrans, regardant des organigrammes complexes de données financières. Je lui ai parlé de la rencontre. Je lui ai parlé de la campagne de dénigrement que Marcus orchestrait à travers Brooke. Jonathan n'a pas levé les yeux de son écran. Je sais. Tu sais, ai-je demandé. Jonathan, ils vont diffuser cet audio. Ils vont nous dépeindre comme des monstres. Il s'est enfin tourné vers moi. Laisse-les faire, a-t-il dit. Ariana, Marcus pense qu'il mène une guerre de relations publiques. Il ne réalise pas qu'il est déjà une victime d'une guerre juridique. Je ne l'ai pas simplement ignoré. Je coopère avec la Security and Exchange Commission depuis 3 mois. Ma bouche s'est ouverte. Quoi? Je suis un témoin coopérant, a expliqué Jonathan, sa voix stable. J'ai fourni aux fédéraux l'historique complet des transactions de chaque interaction que la société de Marcus a eue avec notre chaîne d'approvisionnement. Je leur ai donné les métadonnées. Je leur ai donné les journaux du serveur. Je suis resté immobile et j'ai laissé Marcus m'attaquer parce que chaque fois qu'il divulguait une fausse histoire, il laissait une empreinte numérique que les fédéraux traçaient jusqu'à ses propres appareils. Il s'est levé et a pris mes mains. La raison pour laquelle je n'ai pas arrêté Brooke est que les fédéraux avaient besoin de voir qui étaient les complices de Marcus. En rencontrant ce blogueur, en agissant sur les ordres de Marcus, elle vient de confirmer qu'elle fait partie de son entreprise criminelle. Elle a marché droit dans le filet de surveillance. Je me suis senti mal. Cela dépend d'elle, a dit Jonathan. L'acte d'accusation tombe dans 48 heures. La nuit suivante, Brooke est revenue chez nous. Cette fois, elle n'a pas frappé. Elle attendait sur la balançoire du porche, dans le noir. Elle avait l'air différente. L'énergie maniaque avait disparu. Elle avait l'air vaincue, vidée. Elle tenait une petite clé USB argentée dans sa main. Il m'a appelé, a dit Brooke, sa voix éteinte. Je l'ai dévisagé. Et je ne peux pas le faire, a-t-elle chuchoté. J'aime le travail, Ariana. C'est la première fois que je me sens utile. Et les gars là-bas, ils me font confiance. Elle a regardé la clé USB. C'est tout. C'est une copie du disque dur privé de Marcus. Je l'ai volé avant que les fédéraux ne perquisitionnent la maison. Il contient les registres originaux non expurgés. Cela prouve qu'il a truqué les comptes. Cela prouve que c'est lui qui volait les investisseurs, pas vous. Elle m'a tendu la clé. Sa main tremblait. Je te donne ça, a-t-elle dit. Mais j'ai besoin d'un accord. J'ai besoin que Jonathan parle au procureur. J'ai besoin de l'immunité. Si je vous donne Marcus, je veux repartir libre. C'était une transaction. Même à la fin, elle passait un accord. J'ai pris la clé. Elle semblait froide et lourde dans ma paume. Je la donnerai à Jonathan, ai-je dit. Il la donnera aux autorités. Je ne peux rien te promettre, Brooke. Et c'est juste, a-t-elle supplié. S'il te plaît. Je suis ta sœur. Elle s'est éloignée dans la nuit, retournant vers l'entrepôt qu'elle avait failli détruire. Je suis entré et me suis assise au bureau de Jonathan. Il était sous la douche. J'ai regardé la clé argentée. La curiosité, cette chose dangereuse et démangeante, a pris le dessus. Je voulais connaître la profondeur de la dépravation de Marcus. Je voulais voir la preuve qui mettrait enfin fin à ce cauchemar. J'ai branché l'USB dans l'ordinateur. Les dossiers sont apparus, compte offshore, société écran, stratégie média. Tout était là, une feuille de route de la cupidité. Mais alors j'ai vu un dossier en bas de la liste. Il n'était pas nommé avec un code ou une date. Il s'appelait simplement The Maurice Trust. Mon cœur s'est arrêté. Le Maurice Trust était le petit et modeste héritage que notre grand-mère avait laissé à nos parents, leur fonds de retraite. Ce n'était pas beaucoup, peut-être 200 000 $, mais c'était leur filet de sécurité. J'ai ouvert le dossier. Ce n'était pas le nom de Marcus sur les bordereaux de transfert.
C'était celui de Brooke. Les dates remontaient à 5 ans, bien avant qu'elle ne rencontre Marcus. Bien avant le mariage, Brooke s'était servie dans le fonds de retraite de nos parents. 5 000 par là, couvrant ses traces avec de faux rapports d'investissement qu'elle créait sur Photoshop. Elle ne m'avait pas seulement trahi. Elle n'avait pas seulement aidé Marcus. Elle avait volé le pain de la bouche de nos parents pour s'acheter ses sacs à main et ses chaussures. Je suis resté assise là, la lueur de l'écran illuminant l'horreur sur mon visage. Marcus était un monstre, oui. Mais la personne qui avait véritablement éviscéré cette famille n'était pas l'homme qu'elle avait épousé, c'était la fille avec qui j'avais grandi. Et maintenant, je détenais la preuve qui ne l'enverrait pas seulement en prison pour fraude, elle détruirait la seule chose qui lui restait, sa place dans le cœur de nos parents. Jonathan est entré, s'essuyant les cheveux avec une serviette. « Qu'est-ce qu'il y a, Harry ?» Je l'ai regardé, des larmes coulant sur mon visage, ma main survolant la touche de suppression, paralysée entre la pitié et la justice. « Ce n'est pas seulement Marcus, ai-je chuchoté. Elle a volé maman et papa. Elle a tout pris. » Le conservatoire Alderest n'était plus un sanctuaire de silence. Ce soir, c'était un chaudron de bruit et de lumière. Le gala de secours après la tempête était l'événement le plus attendu de la saison à Washington, non pas à cause de la philanthropie, mais parce que les vautours s'étaient rassemblés. Le scandale entourant Marcus Holstead avait atteint son paroxysme, et le corps de presse était entassé dans la zone médiatique désignée, avide d'un aperçu de l'empire vacillant. Jonathan se tenait à mes côtés au podium. Il portait son smoking avec la même indifférence qu'il portait ses bottes de travail. Nous étions là pour annoncer un don de 20 millions de dollars au Coastal Recovery Fund, mais l'air était lourd d'une tension qui n'avait rien à voir avec la charité. Brooke était là. Elle avait utilisé ses identifiants d'employés de l'entrepôt pour contourner la sécurité. Je l'ai vu se tenir près de l'entrée du service traiteur non pas dans son gilet de sécurité, mais dans une robe rouge qui ressemblait à une déclaration de guerre. Elle ne se cachait plus. Elle avait décidé que si elle devait brûler, c'est elle qui tiendrait l'allumette. Juste au moment où Jonathan se penchait vers le microphone pour accueillir les donateurs, les écrans de projection massive derrière nous ont vacillé. Le logo du Reeves Continuum Group a disparu. À sa place, une vidéo a commencé à jouer. C'étaient des images granuleuses et tremblantes. J'ai reconnu l'angle immédiatement, c'était enregistré depuis un téléphone posé sur un banc. C'était la chapelle. C'est un moins que rien, un perdant. La voix de Brooke résonnait à travers les haut-parleurs, déformée mais indubitable. Puis la vidéo a coupé. Elle a sauté le contexte. Elle a sauté sa cruauté. Elle a sauté vers un montage haché de moi disant « Je n'ai pas besoin d'être élevé. J'ai besoin de la valeur. » Le montage était maladroit, manipulé pour donner l'impression que j'exigeais de l'argent, que j'exigeais un statut. Puis il a coupé vers Jonathan, édité pour le faire paraître silencieux et faible, suivi d'une narration en voix off, la voix de Brooke affirmant que le mariage Reeves était une imposture conçue pour escroquer les investisseurs et couvrir les pertes commerciales légitimes de Marcus. La salle a eu un hoquet de surprise. Les flashs ont éclaté comme des stroboscopes. Brooke est sortie de l'ombre, marchant vers le centre de la pièce. Elle a pointé un doigt tremblant vers nous. « Voilà » a-t-elle crié, sa voix aiguë et désespérée. « Vous voulez la vérité ? Mon mari est innocent. Il est piégé par un milliardaire qui utilise sa femme pour blanchir sa réputation. Cette femme, ma propre sœur, est une chercheuse d'or qui a vendu sa famille pour un chèque. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'un triomphe maniaque. Elle pensait avoir réussi. Elle pensait avoir créé assez de chaos pour brouiller le récit, pour donner une échappatoire à Marcus, pour forcer un règlement. J'ai regardé Jonathan. Il n'a pas bronché. Il n'a pas fait signe au technicien du son de couper le signal. Il a attendu. Il a attendu que Brooke ait fini de hurler, jusqu'à ce que les échos de son accusation s'éteignent et que la salle soit plongée dans un silence stupéfait et pesant. « As-tu terminé, Brooke » a demandé Jonathan. Sa voix était calme, amplifiée clairement par le système sonore. « J'aurai terminé quand la vérité éclatera. » A-t-elle hurlé. « Je suis d'accord » a dit Jonathan. Il a fait signe au technicien. L'écran a vacillé à nouveau. La vidéo hachée et éditée a disparu. Un nouveau fichier s'est ouvert. Ce n'étaient pas des images de téléphone tremblantes, c'étaient des images de sécurité haute définition de l'entrepôt. À côté,
Un flux de messages textes projetés en police blanche éclatante sur fond noir. La salle a regardé en silence les messages défiler. De Marcus à Brooke, si tu ne plantes pas les preuves ce soir, nous sommes tous les deux morts. Fais-le. De Brooke à Marcus, j'ai le blogueur prêt. Nous allons divulguer les fausses déclarations d'impôts. Ariana sera ruinée. Puis l'audio a été diffusé. C'était l'enregistrement complet et non édité de mon couloir. Pas la version que Brooke avait jouée pour le blogueur, mais celle enregistrée par mon propre système de sécurité. Je l'ai volée, sanglotait la voix de Brooke dans les haut-parleurs. J'ai volé le trust. Maman et papa ne sauront jamais si tu m'aides juste à le cacher. Les hoquets de la foule étaient différents cette fois. Ce n'étaient pas des hoquets de scandale, c'étaient des hoquets de dégoût. Brooke restait figée au milieu de la salle. Sa robe rouge, autrefois symbole de pouvoir, ressemblait maintenant à une cible. Elle a regardé autour d'elle, réalisant que le récit n'avait pas basculé en sa faveur, il l'avait enterré. Puis la dernière pièce du piège s'est refermée. Eleanor Reeves s'est avancée du premier rang. Elle marchait avec sa canne, lente et délibérée, jusqu'à se tenir directement devant Brooke. Les microphones ont capté chaque mot. Tu pensais que j'étais silencieuse parce que j'étais vieille, a dit Eleanor, sa voix coupant la pièce comme un rasoir. Tu pensais que j'étais silencieuse parce que je protégeais mon petit-fils. Tu te trompais. Eleanor a fait un geste vers le fond de la salle. Les portes se sont ouvertes. J'étais silencieuse, a continué Eleanor, parce que je voulais que tu te sentes assez en sécurité pour montrer au monde exactement qui tu es. Je voulais qu'il n'y ait aucun doute, aucune manipulation, aucune ambiguïté. Je voulais que tu creuses ta propre tombe si profondément qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais t'en sortir. 6 agents fédéraux sont entrés dans la salle. Ils ne couraient pas, ils n'en avaient pas besoin. Marcus Holstead, qui avait essayé de se fondre dans la foule près de la sortie, a été intercepté en premier. J'ai vu la couleur quitter son visage alors que 2 agents lui prenaient les bras. Il ne s'est pas débattu. Il avait l'air petit, vaincu. 2 autres agents ont marché vers Brooke. Brooke a paniqué. Elle s'est retournée, ses yeux rencontrant les miens. Elle a couru vers le bord de la scène, ses mains agrippant la plateforme. Ariana, a-t-elle supplié, des larmes coulant sur son visage, ruinant le maquillage qu'elle avait appliqué si soigneusement pour son tour d'honneur. Ariana, s'il te plaît, dis-leur. Dis-leur que je suis ta sœur. Dis-leur que j'ai été forcée. Je t'ai donné la clé USB. Je t'ai donné les preuves. La salle est devenue silencieuse, attendant ma réponse. J'ai baissé les yeux vers elle. J'ai vu la sœur que j'avais adorée enfant. J'ai vu la femme qui s'était moquée de ma vie simple. J'ai vu la voleuse qui avait dérobé la retraite de nos parents pour s'acheter des chaussures de créateur. Je me suis penché vers le microphone. Tu m'as effectivement donné les preuves, ai-je dit doucement. Et je les ai données à la police, y compris les dossiers sur le Maurice Trust. Le visage de Brooke s'est décomposé. Mais je suis de la famille. Tu as besoin de moi. J'avais besoin de toi autrefois, ai-je dit, ma voix stable, enfin libérée du poids de son approbation. J'ai passé ma vie entière à penser que je devais être comme toi. Mais aujourd'hui, j'ai juste besoin de la vérité. J'ai reculé. Les agents se sont avancés. Il n'y a pas eu de violence, pas de lutte dramatique, juste le clic mécanique et froid des menottes. Brooke a été emmenée, pleurant toujours, sa robe rouge faisant une tache lumineuse contre les costumes sombres des agents. Marcus a été conduit dehors derrière elle. Les flashs ont crépité, capturant la fin de leur ère et le début de leur peine. Jonathan a pris ma main. Nous ne sommes pas restés pour les applaudissements. Nous ne sommes pas restés pour les questions. Nous avons quitté la scène par la sortie arrière, pour sortir dans l'air frais de la nuit. Le silence extérieur était magnifique. Dans les mois qui ont suivi, le bruit s'est estompé. Le procès a été rapide. Les preuves que Jonathan et moi avions fournies étaient accablantes. Marcus a été condamné à 15 ans pour fraude et racket. Brooke a reçu 5 ans pour complicité, détournement de fonds et obstruction à la justice. Nous n'avons pas assisté au prononcé de la sentence. Nous n'avons pas rendu visite. J'ai gardé mon travail au centre de soutien aux étudiants. Je conduisais toujours ma berline.
Jonathan travaillait toujours sur les secours en cas de catastrophe, bien qu'il le fasse désormais avec un peu moins d'anonymat. Nous ne sommes pas devenus les mondains que Brooke voulait que nous soyons. Nous sommes redevenus simplement Ariana et Jonathan. Nous avions appris la leçon la plus importante de toutes, la meilleure vengeance n'était pas une scène, un cri ou une gifle. Ce n'était pas de détruire quelqu'un de ses propres mains. La meilleure vengeance était simplement de mener une vie si authentique, si ancrée dans la vérité, que les gens qui vivaient dans le mensonge ne pouvaient pas survivre dans votre orbite. Nous avons simplement allumé les lumières, et l'obscurité s'est dissipée d'elle-même. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos impressions sur la façon dont tout cela s'est terminé.